Du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité aujourd'hui, mannequin, styliste et actrice française. Marie-Ange Casta est sur scène avec la pièce On aurait dû aller en Grèce de Pierre-Marie Mosconi, mise en scène Anne Bourgeois, aux côtés notamment de Daniel Russo et Ariane Séguillon au théâtre du Gymnase des Maribel. Mais pas seulement, elle sera bientôt à l'affiche de la pièce Amis pour la vie à partir du 17 avril au théâtre de l'Œuvre, aux côtés également d'Alison Paradis, David Sardou et Julien Personnaz. Pièce mise en scène et de Bertrand Marcos. L'occasion évidemment, vous le savez comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Marie-Ange Casta. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis venue vous voir hier. J'ai trouvé la pièce délicieuse. Je vous le disais un petit peu en off. Bien sûr, on va en parler longuement dans cette émission. On m'a parlé de votre actualité globale, mais c'est aussi un ADN particulier dans son émission, dans cette émission, parce qu'on a envie de savoir qui vous êtes un peu au-delà de ce que vous faites, même si parfois c'est indissociable. Si je vous demandais 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Waouh. Franche, intransigeante et solide. J'aurais jamais pensé que vous me diriez intransigeante, parce que quand on vous regarde, il y a quelque chose d'extrêmement pur qui émane de vous. Je ne sais pas s'il y a ce côté un petit peu antinomique quand on vous regarde, et le côté intransigeant, si ça vous parle, si on vous l'a déjà dit ou pas. En même temps, c'est pas vraiment le contraire, intransigeant et pur. Au contraire, moi je trouve que ça se rapproche vachement. C'est vrai ? Oui, c'est justement cette idée de pureté. Moi, je le vois au sens de la droiture, des valeurs, dans ce sens-là, d'être fidèle à sa personnalité. Et finalement, ça va très bien avec l'exigence et l'intransigeance. C'est clair. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout du long de cette émission. Et alors, le début, toujours les débuts. Marie-Ange Casta, vous êtes née un 5 juillet dans les années 90 au Chesnay, en Île-de-France. Vous avez un père corse très attaché à ses racines, une maman normande. Vous grandissez avec votre frère aîné, Jean-Baptiste, votre sœur Laetitia. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? C'était une enfance heureuse. J'étais très proche, je le suis toujours, de mon frère et de ma sœur, qui sont plus âgés que moi, à vrai dire. Donc j'étais la petite dernière, je suis arrivée 12 ans après ma sœur. Mon frère et ma sœur sont très proches en âge. Donc ils étaient déjà partis, plus ou moins de la maison, ou ils étaient... Pas tout à fait quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée, mon frère avait 14 ans, ma sœur 12 ans, donc ils étaient encore à la maison. Mais c'est vrai que ma sœur a commencé à travailler très tôt, donc elle partait en voyage pas longtemps après mon arrivée. Et il y a un moment où mon frère est parti faire des études. Donc j'ai été à la fois élevée comme une enfant unique, et en même temps, j'avais des frères et sœurs. À l'adolescence, vous allez partir avec vos parents vivre 5 ans en Balagne, je crois savoir. Et vous avez dit, même durant mon enfance à Noisy-le-Grand, près de Paris, j'ai été élevée à la Corse. C'est quoi être élevée à la Corse ? C'est indescriptible. Je sais pas, disons que je me sentais complètement en décalage avec l'environnement dans lequel j'évoluais à Noisy-le-Grand, là où j'habitais. Mais dans tout, dans les amitiés, j'avais des amis, mais on ne se comprenait pas vraiment. Il y a quelque chose d'une éducation différente. Et vraiment, je me suis sentie chez moi quand on est rentré en Corse, où tout d'un coup, on était tous élevés pareil, donc tous avec les mêmes valeurs, avec les mêmes codes, on va dire. C'est pas les mêmes codes qu'il y avait en banlieue parisienne. Des fois, j'invitais tous mes copains au McDo du coin, et ils comprenaient pas pourquoi je les invitais, mais moi dans ma tête la fois d'après ils m'inviteraient et ça n'arrivait jamais, des choses, alors qu'en Corse c'est beaucoup comme ça. Donc c'est une éducation familiale avec des gens qui sont pas forcément de la famille, vous diriez. Oui, puis un truc de générosité, puis un truc de confiance en l'autre, où on se dit je t'invite cette fois-ci, mais je sais que tu me réinviteras la fois d'après, quelque chose de l'ordre du partage, de la vraie générosité, quoi. Mais c'est comme ça, je me suis beaucoup sentie en décalage pendant très longtemps. Dans la pièce que vous campez aujourd'hui, intitulée « On aurait dû aller en Grèce », on entend cette phrase « Je suis bien quand je suis dans la terre sacrée de mon pays ». Est-ce que, pour le coup, ça vous fait davantage et peut-être encore plus cette sensation aujourd'hui, maintenant que vous campez le rôle d'une Corse, on va y venir dans un instant, qui vous rappelle davantage encore vos racines ?
C'est vrai que je dois dire que ça fait un bien fou d'être entourée de Corses dans cette pièce. C'est vrai que je vis à Paris et que j'y retourne autant que je le peux, mais pas autant que j'aimerais. Et j'ai un peu de la maison à Paris. C'est du bien d'être avec eux. À 18 ans, Marie-Ange Casta, vous commencez à étudier les arts plastiques à l'université de Corse Pascal Paoli, à la Corté, on dit à Corté. Vous intégrez ensuite l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Pendant ce temps, vous devenez modèle, égérie de plusieurs marques, notamment d'une ligne de vêtements, Mango, de marques de cosmétiques, mais aussi du bijoutier Mati avant de devenir ambassadrice sportive de Reebok, avec qui vous allez aussi collaborer. Oui, c'est vrai. Vous allez faire plusieurs choses. Vous allez concevoir un sac de rangement, vous allez concevoir des bijoux. C'est une manière de concilier ce pourquoi vous vous êtes formé et en même temps le mannequinat qui est arrivé à vous comment ? Alors, le mannequinat, c'est arrivé parce que moi, effectivement, j'ai démarré une année je voulais être prof d'art plastique au collège. Voilà pourquoi je suis allée à Corté à la fac en art plastique, parce que je voulais être professeure. Et très vite, en étant là-bas, je me suis rendu compte que ça serait pas ma vie, que j'aurais pas été un aussi bon prof que ce que j'imaginais. Donc, j'ai très vite laissé tomber. J'ai fait que 3 mois. Je suis partie avant les premiers partiels. Et il me restait toute une année à passer avant de reprendre la chambre syndicale en septembre. Et j'ai commencé à faire des photos comme ça, en attendant la rentrée de septembre. Dans le même temps, il faut le dire, à vos 20 ans, vous allez entamer une carrière d'actrice qui arrive à la télévision, notamment après des débuts dans la série Lascar sur Canal+, au cinéma, à l'affiche de Mineur 27, dans le rôle de Justine Leblanc, dans le film Des vents contraires de Djalil Lesper, où vous donnez la République, notamment à Benoît Magibel, Clara dans Ouvert la nuit d'Édouard Baird, celle que vous croyez de Safi Nebou, jusqu'à votre rôle d'Annabelle dans L'homme sans pitié de Renato de Maria. Quel est votre meilleur souvenir de télé ou au cinéma ? Je crois que le meilleur, c'était ce premier film, Mineur 27, parce que tout était nouveau, c'était pas prévu. Moi, je voulais pas être actrice, en tout cas, j'en avais pas le fantasme. C'est arrivé à moi complètement par hasard, j'étais encore à l'école, je dessinais des vêtements toute la journée, et tout d'un coup, je me suis retrouvée à faire un film qui était très joli en plus, et très dur à la fois, exigeant, avec beaucoup de... Il y avait Nassim Siamed et Finnegan Oldfield. C'était nos premiers films qu'on a fait ensemble. C'était une toute petite équipe. C'était un film qui n'avait pas énormément de budget et ça a été des mois un peu bénis. C'était doux, quoi. C'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'équipe pour créer du beau. C'était très chouette. Est-ce qu'il y a un rôle rêvé pour vous qui vous ferait très envie, où vous seriez transformé ou plus proche de vous encore ? Je crois que le rôle qui me fait rêver, c'est le rôle de l'inattendu. Celui qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas à l'avance, qu'on n'avait pas planifié, comme tout le reste, comme la vie en général, en fait. Celui qu'on ne savait pas qu'on l'attendait, mais quand il est là, on en avait toujours rêvé. C'est un peu à l'image finalement de cette carrière qui se dessine pour vous. Vous ne vous y attendez pas et pourtant, elle se profile, elle se dessine. D'ailleurs, après une première pièce, Point d'infini de Laurent Lafargue, mise en scène et interprétée par l'auteur, où vous étiez l'être cher disparu. J'ai souri parce que vous étiez déjà vêtu de noir, une couleur que vous arborez encore sur scène pour cette seconde pièce. Est-ce que vous y avez pensé à ça ? Non, pas du tout. Mais c'est vrai, en l'occurrence, dans cette pièce, j'interprétais une femme décédée. En fait, c'était, pour reprendre les mots de Laurent Lafargue, qui était très joli, il disait que c'était un monologue à 2 voix. Parce qu'en fait, il parlait avec son premier amour de jeunesse qui est décédé prématurément, et il a écrit ce texte pour elle, et j'interprétais cette femme qui n'était déjà plus là. Marie-Ange Casta, aujourd'hui on vous retrouve sur scène avec la pièce On aurait dû aller en Grèce de Pierre-Marie Mosconi, mise en scène Anne Bourgeois au théâtre du Gymnase Maribel. Vous y êtes aux côtés de Daniel Russo, Ariane Séguillon, Michel Ferracci, Frédéric Poggi, Clémence Lassalas et puis Benjamin Baffy au théâtre du Gymnase. C'est une pièce que j'ai eu beaucoup de plaisir à venir voir hier. En ces temps un peu troubles, elle fait beaucoup de bien. C'est une comédie de boulevard,
on peut dire ça Absolument. comme ça. Vous jouez le jeudi et vendredi à 21h, le samedi à 17h. Alors, à 20h30, pardon. À 20h30 maintenant. Samedi 17h, Oui, 21h aussi. 20h30. En fait, tous les 20h30 21h sont passés à 20h30. Ouais, exactement. Et le dimanche à 17h, ça n'a C'est pas ça. changé. C'est la seconde fois que vous jouez sur scène, dans une première fois qui est quand même une grande scène, une grande salle à Paris. Exactement. Quelle émotion pour vous cela? C'était vertigineux. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de théâtre. C'était terrifiant et en même temps excitant, exaltant de faire, de sauter les deux pieds en avant dans l'inconnu et de se dire on verra bien comment ça se passe. Et de faire de la comédie surtout. Moi, j'ai pas l'habitude de faire de la comédie. Hein. J'ai fait beaucoup de films d'auteur, beaucoup de drames. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Et c'est assez jouissif de faire rire, je dois dire. Alors pour le coup, on va parler de votre rôle dans un instant, mais j'ai envie de savoir comment on est venu vous chercher pour ce rôle qui, de toutes les façons, quand on vous voit sur scène, on trouve que c'est tellement naturel d'être venu vous voir, mais peut-être que ça a été un peu différent dans la vie, je ne sais pas. Écoutez, ça, je sais pas trop l'envers du décor. Je suis arrivée assez tardivement sur ce projet. J'ai pas eu le temps de réfléchir parce qu'on m'a contactée et il fallait vite faire une lecture et vite on m'a dit oui c'est toi. Il fallait vite shooter l'affiche. Enfin tout s'est fait très vite. Et en fait, je crois que c'est assez génial quand ça se passe très vite et qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Oui, parce que ça permet de dire oui plus rapidement. Exactement. C'est vrai que c'est ce qu'on m'a confié à plusieurs reprises dans cette émission. Alors, dans cette pièce, l'histoire, c'est celle de la famille Rousselot, une famille bourgeoise de Neuilly, un peu névrosée, qui a pour habitude de partir en Grèce, mais qui décide de changer ses habitudes pour partir en Corse. C'est sur la décision du père Christian, qui est un gynécologue, qui s'est vu prêter cette grande maison par finalement sa secrétaire et patiente. On l'entend, on essaye de comprendre ça. Non, c'est pas sa secrétaire. C'est pas sa secrétaire. Non, J'ai entendu. Non, c'est sa femme qui est sa secrétaire. C'est la femme du gynécologue qui est sur scène, qui est sa secrétaire. Et la dame qui prête la maison, c'est une de ses patientes. C'est une de ses patientes, voilà, c'est ça. Et son mari, Marc Laroche, dont la voix, je crois, est jouée par Laurent Baffy. Exactement. Si mon oreille est bonne. Il part donc avec sa famille, sa femme Marie-Cécile, Anne-Sophie, sa fille et son fils Emmanuel. Et on est sur des vacances bal et masque, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça promet d'être vraiment fort en émotion et aussi en révélation. Effectivement, oui. À partir du moment où ils mettent le pied en Corse, se succèdent pas mal d'événements qui montent crescendo. Disons que c'est pas des vacances de tout repos. Ouais. C'est ça. Alors pour les théâtreux qui nous écoutent, qui ont l'habitude du théâtre, cette pièce m'a beaucoup fait penser à la pièce Révélation jouée auparavant par Daniel Russo à un moment avec Véronique Jeunesse au Théâtre de Passy. En tout cas pour le rythme et puis le côté un peu révélation au fur et à mesure. Mais bon, c'est du théâtre de boulevard. Le séjour dans la villa, évidemment, ne se passe pas du tout comme prévu. On va leur prêter des intentions qui ne sont pas forcément les leurs. Ça tourne au désastre quand il y a cette famille un peu Campana qui fait irruption dans leur vie. Les cousins Campana qui débarquent main armée pour menacer les Laroche. Mais en fait, ce ne sont pas les Laroche qui sont là. Ils viennent pour dire en gros qu'on leur a volé le terrain de leur grand-père. Sauf que, ce sont les Rousselot qui se trouvent dans cette maison. Les personnages sont hilarants. Il y a des répliques comme des vannes qui fusent et le public est hilar. Est-ce que vous le ressentez très fortement quand même ça sur scène? Bah oui, puis c'est un vrai facteur qu'il faut prendre en compte parce qu'on est obligé d'attendre que les rires se calment pour pouvoir continuer la pièce. Donc en fait, c'est une vraie musicalité qui se passe avec le public. Alors vous, Marie-Ange Casta, vous entrez très rapidement en piste. Vous êtes la voisine corse, un peu austère, vêtue de noir et surtout enceinte jusqu'aux dents. Vous qui êtes maman 2 fois, qu'y a-t-il de vous dans ce rôle? Il y a quelque chose de l'ordre de la protection, de la réparation aussi. Et c'est ce qu'elle vient chercher, cette Serena, cette réparation de la femme blessée et du manque de considération pour son enfant. En fait, c'est ça qui lui fait mal plus qu'autre chose. Elle vient pour ça, elle, beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de dire pourquoi elle vient? C'est un petit peu tout dire. Bah ouais, je crois, non? On va pas le dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la maternité vous a donné beaucoup de force dans votre vie. Est-ce que le fait d'être enceinte sur scène vous donne aussi beaucoup de force et de courage? Bah, je me sens pas seule.
C'est étrange, mais je me C'est sens ça. pas seule. J'ai une espèce d'armure, j'ai ce ventre qui m'accompagne, qui est là avec moi. Qui est très bien fait au passage, hein. Ouais. Si je puis me permettre, on voit le nombril qui se dessine. Ouais, exactement. Bravo. C'est vrai qu'il est très bien fait. Et je me sens accompagnée de cette armure, de ce ventre que je peux toucher, avec lequel je joue finalement, et qui m'accompagne tout le long. Hein. Tout le long, presque, on va dire ça comme ça. Vous détenez un lourd secret, on va pas le révéler, vous venez en quelque sorte en découdre, avec une sorte de froideur et de pureté en même temps qui cloue la salle. Et alors vous venez témoigner aussi d'une sorte de supériorité au pinsout. C'est plus quelque chose de l'ordre de « vous êtes chez moi ». Et c'est ça. C'est mon territoire, ce sont mes règles et voilà comment j'ai envie qu'on joue ce jeu ensemble. Elle vient poser ses règles. Comment on peut définir ce qu'est un pinsout ? C'est juste un touriste. Un touriste, les gens du continent, Voilà. vous dites sur scène, ils ont peur de la Corse et pourtant ça les excite. Il y a cette phrase que vous dites qui est incroyable. Vous pensez vraiment que la Corse fait toujours peur et à juste titre vous pensez ? Je pense qu'elle suscite beaucoup de fantasmes. Alors à juste titre, oui, et surtout malheureusement. C'est vrai que chez nous, il y a parfois des moments de grande violence, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça suscite beaucoup de fantasmes et oui, ça fait peur aux gens et en même temps, ça les excite. C'est-à-dire que les gens ont toujours une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère corse et ils cherchent des liens dans tous les sens. Pour dire qu'eux aussi, ils ont une petite part de ce gâteau qui est si fascinant. La Corse est fascinante. Hein. La Corse est fascinante et moi je vais vous dire très personnellement c'est une terre qui me rassure pour y avoir été à plusieurs reprises. Dans la pièce il y a un des acteurs qui parle du syndrome de Pologne. Je suis obligée de rebondir un petit peu là-dessus parce que c'est pour dire évidemment le syndrome de Stockholm mais c'est une transition. Pour vous dire que la Corse, vous devez évidemment le savoir, a été surnommée l'île des Justes. On est sur Radio J et on sait qu'il y a eu un rôle fondamental pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a longtemps été, cette terre a longtemps été vue comme un refuge pour les Juifs, vue comme un terrain sûr. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ? Absolument. Il y a quelque chose de un sentiment de justice très fort. Vous savez, c'est un peuple, la Corse, qui a été opprimé aussi, beaucoup. Et je crois que tous les peuples opprimés se ressemblent et se comprennent. On n'opprime pas quelqu'un quand on a été soi-même opprimé. Il y a quelque chose de cela dans votre histoire familiale, du côté de votre papa ? De l'ordre du fait d'avoir été opprimé, d'avoir vécu dans les... En fait, les mémoires transgénérationnelles, oui, forcément. Enfin, c'est de ça dont on parle. Ouais. Tout à fait. Oui, forcément, conscient ou inconscient, selon son degré de spiritualité et surtout de tolérance à la douleur. C'est-à-dire que forcément, quand on va chercher quelque chose dans ses racines d'un moment douloureux, il y a des gens qui n'ont pas envie, qui ont envie de passer à autre chose, qui n'ont pas envie d'aller creuser. Moi, je fais partie des personnes qui adorent creuser ça pour comprendre d'où je viens, mes propres traumatismes, ce qui m'appartient pas, et essayer de dépatouiller tout ça. Qu'est-ce que vous avez compris ? Que la méfiance pouvait venir de là, que justement, j'ai un problème d'injustice très fort. J'imagine que ça doit venir de là aussi. D'essayer d'être toujours droite, d'être juste, d'être fidèle à mes valeurs, de jamais me mentir, d'essayer de savoir qui je suis et en tout cas de l'assumer jusqu'au bout, peu importe si c'est ce que les autres ont envie d'entendre ou pas. Voilà, j'essaye de pas être dans la complaisance. J'essaie de me faire comprendre à moi-même que je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres. Pour revenir à votre pièce Marie-Ange Casta, c'est une pièce où les langues se délient, un peu comme vous venez de le faire. Et alors que la situation familiale semble bloquée entre les uns et les autres dans cette pièce, eh bien, ça finit par s'arranger en passant par des situations extrêmes. Finalement, est-ce que c'est ça un peu le message de la pièce ? Il faut vivre le pire pour pouvoir se retrouver. Il faut surtout se dire la vérité. Et puis s'accepter tel qu'on est. Et finalement, on se rend compte que quand il y a de l'amour, il y a énormément d'amour dans ces deux familles d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'amour chez les Rousselot. Ils ont
des pots cassés, ils ont des choses à cacher, des secrets, tout ce qu'on veut. Mais finalement, une fois que tout est mis sur le tapis, ils sont quand même ensemble et ils s'aiment malgré tout. Et c'est pareil pour les Campana. C'est-à-dire que malgré ces révélations un petit peu choquantes, eh ben, ils s'aiment plus que tout. Et ces deux familles vont même réussir à s'assembler pour un ennemi plus grand qu'eux. Donc, c'est ça qui est beau. Exactement. Alors, tous les personnages sont extrêmement intéressants. J'ai beaucoup aimé Benjamin Baffy. Extraordinaire. Si on aime Dalida, j'ai envie de dire qu'on est les plus heureux du monde. Et je parle à quelqu'un qui nous écoute et vous comprendrez pourquoi. Et on le voit en transformiste, on ne dira pas plus sur Mourir sur scène avec cette réplique assez bien placée, très bien écrite, un homo comme ils disent en référence à Aznavour je crois, une vanne qui fuse, surveille ton langage Dalida. Voilà, il y a de la musique sur scène, c'est le cas de le dire. Dans une situation extrême que je ne vais pas dévoiler, il y a de magnifiques chants corses réinterprétés par le comédien Frédéric Poggi et je me suis attardée à poser la question à votre presse parce que je me suis dit la musique est merveilleuse et on voit Frédéric à la fin chanter une chanson qui s'appelle je crois Terra d'Amor. C'est un moment très suspendu que l'on partage avec vous sur scène et on sent qu'il y a une émotion très vive entre vous tous. Oui, alors déjà Frédéric est un immense chanteur. C'est déjà un très grand professeur. Il est professeur de langue et de culture corse à l'université de Corte. Et c'est un magnifique chanteur qui est adulé, respecté dans toute la Corse. Donc c'est une chance incroyable de l'avoir sur scène et de le voir chanter pour nous. Et oui, c'est émouvant parce que tout d'un coup, c'est vrai que c'est une comédie qui joue beaucoup sur les clichés de la Corse, sur les clichés des bourgeois. Tout le monde en prend pour son grade et c'est très drôle de rire de nous et il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ce dernier acte dont vous parlez remet le curseur au milieu, reparle de vraies choses dans l'émotion, reparle de ce que sont vraiment les valeurs corses, réellement de la manière dont on se comporte. Et je trouvais ça important pour nous, les Corses, de finir comme ça. On va finir avec un chant corse de Charles Rocchi, Rocchi. Je serais incapable de prononcer le nom de cette chanson, mais nous sommes en train de l'écouter. C'est vraiment une pièce qui fait du bien, Marie-Ange Casta. S'il y en a une seule à aller voir en ce moment, je le dis de façon très franche, allez voir Marie-Ange Casta sur scène, on rigole beaucoup. Vous nous redonnez un beau coup de vitamine avec cette pièce. On aurait dû aller en Grèce de Pierre-Marie Mosconi, mise en scène Anne Bourgeois. C'est au théâtre du gymnase Marie-Belle. Encore un petit peu de musique et on revient dans un instant avec la suite de cette émission et juste avant le rappel des titres sur Radio J. La domenica la mane, piazza Santa Margherita, quando t'affa cavedune, si spannava la mia vita, tutta tristezza passava ogni venera. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'il se doit de respecter le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza dans un communiqué publié cet après-midi. L'administration américaine souhaite notamment relocaliser les Gazaouis en Égypte et en Jordanie et administrer le territoire palestinien à l'issue de la guerre. Le sommet de 5 pays arabes dont l'Égypte et la Jordanie prévu jeudi à Riyad pour répondre au projet de Donald Trump concernant la bande de Gaza a été reporté à vendredi et élargi aux 6 pays du Golfe. Tsahal confirme avoir éliminé un responsable de la branche militaire du Hamas au Liban lors d'un raid aérien mené à Sidon dans le sud du pays ce matin.
En France, 6 militants d'extrême droite ont été interpellés et placés en garde à vue après une violente agression hier d'un homme qui a dû être hospitalisé à cause de blessures, dont une incompatible avec une arme blanche. Un incident intervenu dans la cour d'un immeuble où se situe une association de travailleurs immigrés turcs. Le procès de Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, et de 4 autres djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie il y a 11 ans, s'est ouvert à Paris. Je n'ai jamais été le geôlier des otages en Syrie, a assuré Mehdi Nemmouche dans une déclaration préalable, déjà condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tué 4 personnes lors d'un attentat antisémite commis dans la capitale belge en 2014. Enfin, une soirée de soutien pour l'écrivain multiprimé Boualem Sansal est organisée demain à l'Institut du monde arabe à Paris. Des dizaines d'écrivains sont réunis à l'initiative de Gallimard, l'éditeur de l'auteur. Et merci beaucoup Ethanil Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal. Tout de suite une courte pause et on poursuit cette émission avec Marie-Ange Casta et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Marie-Ange Casta, venue nous voir pour la pièce On aurait dû aller en Grèce de Pierre-Marie Mosconi, mise en scène Anne Bourgeois, aux côtés notamment de Daniel Russo et Ariane Séguillon, au théâtre du gymnase Marie-Belle. Tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Christophe, aujourd'hui vous nous parlez de la metteur en scène Anne Bourgeois que vous connaissez bien. Chère Marie-Ange, nous avons un point commun. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être dirigé par Anne Bourgeois. C'était en 2023 dans Mademoiselle Chanel en hiver. Je jouais Paul Morand, un écrivain et diplomate compromis dans le service de Vichy, confronté à Coco Chanel, exilée dans le même palace suisse que lui, elle aussi en 1946, pour fuir l'épuration qui lui reprochait d'avoir noué des liens avec les Allemands. Anne nous dirigea avec des qualités hors normes. D'abord, sa bienveillance. Elle déborde de chaleur humaine, elle engloutit ses acteurs sous des flots d'attention et des vagues de tendresse. Comment ne pas avoir envie de partager ses émotions sur scène ? Comment ne pas avoir confiance dans notre travail en étant ainsi entouré d'un cataplasme de bonté ? La seconde qualité d'Anne est sa sensibilité. Elle soulève la peau des personnages pour nous montrer où battent leurs cœurs. Elle débusque la musique intime, les signaux faibles comme on dit. Elle aide les comédiens à cultiver des sentiments à peine décelables entre les lignes. Ensuite, Anne a la science du clown. C'est précieux pour diriger des comédies, bien sûr, mais cela permet aussi de soigner la précision du geste. Une maladresse et plus rien ne fait mouche. Il faut être léger et exact. Pour cela, il faut se laisser aller, ne pas être tendu, laisser vivre son personnage. Par ailleurs, clown, elle aime rire et faire rire, et ça, pour les répétitions, c'est formidable. Ce mélange de compétences a permis à Anne Bourgeois de monter avec le même talent des pièces fort différentes. Ainsi, ces deux Molières récompensent d'un côté une comédie très appuyée, Cochon d'Inde de Sébastien Thierry, avec Patrick Chenet et Josiane Soleru, et de l'autre, un oratorio poétique inspiré de Joseph Kessel, tout en beauté visuelle, Les Cavaliers. Les deux pièces sont aussi éloignées l'une de l'autre que Mademoiselle Chanel en hiver et On aurait dû aller en Grèce. De même, Anne peut diriger de la main droite une adaptation de Gargantua et de la gauche une joyeuse potacherie sur Offenbach. Anne Bourgeois sait tout faire.
Et surtout, n'a de mépris pour aucun type de théâtre. De toute situation, elle sait tirer la quintessence théâtrale. C'est pourquoi elle a su si bien mettre en scène les comédies d'Éric Assou. Il y a 1000 couleurs dans ses pièces sur la fragilité et la complexité du couple. Anne sait faire miroiter, faseiller les nuances du cœur. Elle joue avec les comédiens comme sur un clavier. Cette douceur, cette patience, cette alchimie lui ont permis notamment de diriger avec tact et efficacité Alain Delon. Et beaucoup se sont cassés les dents sur ce fauve qui ne s'apprivoisait pas et qu'elle menait à la fois par la raison et par l'affection. Marie-Ange, dites à Anne qu'elle me manque et que je rêve d'être à nouveau mis en scène par elle, par son regard étincelant, par son rire imprévisible et par ses conseils tout en caresse. Oh, c'est une déclaration d'amour merveilleuse. Ah ouais. Est-ce que vous partagez ce sentiment assez exceptionnel qu'éprouve en tout cas Christophe Barbier? Écoutez, Anne, c'est une merveilleuse metteur en scène, effectivement. Et déjà, c'est un petit bout de femme plein d'énergie. Donc en fait, quand on n'en a pas, elle nous en donne. Donc ça, c'est assez incroyable. Et ce que je trouve dingue chez Anne, c'est qu'elle vient encore nous voir et qu'elle rit encore. Alors qu'on a fait des mois de répètes, qu'elle vient nous voir tout le temps et elle s'émerveille. En fait, elle a quelque chose de l'enfant dans sa justesse, dans sa sincérité. Elle va tout droit et moi, j'adore les personnalités comme ça. Elle prend pas des pincettes pour nous dire ce qu'elle pense. Elle les cache. Ouais, mais bienveillante. Vous savez, il y a des gens qui vous disent la vérité tout en étant gentils. Oui. L'un Oui. ne... Ça peut aller ensemble. Exactement. Oui. Et elle est extrêmement pertinente et surtout, elle aime profondément les acteurs et les actrices. Ce qui est quand même très important quand on fait le métier mais ce qui est de pas toujours metteur le cas. en scène, et ce qui n'est pas toujours le cas, je vous rejoins. Vous serez bientôt à l'affiche d'une nouvelle pièce, il faut le dire, Marie-Ange Casta, Amis pour la vie. C'est à partir du 17 avril, vous enchaînez aussitôt. Oui, parce que celle-ci, on aurait dû aller en Grèce. Se termine le 13 avril. Le 13 avril. Et donc vous enchaînez aussitôt, j'imagine que vous faites les répétitions en même temps que... Oui. Que vous êtes Oui, je vais commencer les répétitions le 5 mars. Commencez, vous serez au Théâtre de l'Œuvre aux côtés d'Alison Paradis, Davy Sardou et Julien Personnaz. Pièce 2 est mise en scène par Bertrand Marcos. Qu'est-ce qui nous attend si on a le droit d'avoir un petit bout de cette histoire? Oui, très rapidement, c'est deux couples amis depuis toujours. Les deux hommes sont amis depuis le lycée et les femmes sont très amies également. Et ils se rejoignent pour dîner comme ils le font très souvent. Sauf que ce jour-là, on va se dire des choses qu'on ne se dit pas d'habitude et des secrets vont être soulevés et bouleverser toute cette dynamique d'amitié et de couple. Eh bien voilà, c'est en suspens, ça donne très envie en tout cas de venir vous voir. Merci beaucoup à Christophe Barbier et tout de suite c'est le billet du jour avec Annabelle Guiraud. Le billet du jour. Évidemment. Bonjour Annabelle Guiraud. Bonjour Cyrielle, bonjour Marie-Ange. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Les racines, vous y êtes très attachés. Dans un interview, vous avez dit « La famille est mon bien le plus précieux. La Corse, c'est ma maison, mon socle. » Eh bien, en parlant de maison, une pensée à Sacha, 29 ans, Sagui, 36 ans, Yahir, 46 ans. 3 otages libérés ce samedi après 497 jours de captivité dans les geôles des groupes terroristes palestiniens. Le retour à la maison, un moment qui aura été émouvant pour tous les 3, notamment pour Sagui qui a rencontré son dernier enfant, Shahar, petite fille née pendant sa captivité. Petite fille, cela vous parle, vous êtes la maman de 2 enfants. Dans la presse, vous disiez que vos filles vous inspiraient, comme votre mère, votre grand-mère, votre sœur Laetitia. Elle vous inspire également beaucoup. Une grande sororité intrafamiliale, il me semble. Et je dirais même que vous êtes une passeuse de sororité. Si je vous dis Seul à 2, votre première réalisation en 2019. Seul à 2, un documentaire qui raconte la vie de 3 futures mères, Mathilde, Charlotte et Ingrid, qui vivent ce moment unique, affronter en solo leur première grossesse et la maternité, sans compagnon à leur côté pendant ces longs mois, sans père pour leur bébé le jour de la naissance. Maman célibataire, voilà un sujet encore tabou. Pourtant, chaque année, de nombreuses femmes doivent affronter un destin qu'elles n'ont pas choisi. Dans ce documentaire, vous avez mis en exergue aussi le sentiment de solitude de ces femmes qui n'ont personne avec qui partager leur joie et leur peine. Des mamans célibataires, des femmes qui vivent des choses dures, mais qui en ressortent plus fortes. Cela d'eux, plus qu'un documentaire, une leçon de vie. Chère Marie-Ange, je vous propose de poursuivre notre balade sur le thème de la sororité avec la chanteuse Amel Bent. Amel Bent, célèbre interprète de Ma philosophie, nous revient avec un nouveau single, Décharge mentale, extrait. Hier encore, j'avais 20 ans et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle
sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine, mais parfois je suis épuisée. Il faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé, me remettre en difficulté. Décharge mentale, une chanson comme un cri du cœur. Charge mentale au féminin, c'est le dilemme quotidien pour conjuguer famille, travail, voire aussi vie de couple, voire aussi vie sociale. Et enfin, s'il reste une petite poignée de minutes, un peu de temps pour soi. Charge mentale, c'est aussi la pression sociale sur l'apparence et la réussite, sans omettre l'invisibilisation latente liée à l'âge. Il y a quelques jours, Amel Bent se confie au micro de RTL. Je suis Amel Bent à 2%. 98% du temps, je suis une fille, une cousine, une maman, une sœur, une épouse. Voilà des mots qui vont certainement faire écho à de nombreuses d'entre nous, n'est-ce pas ? Ah oui. Et puis Amel Bent, c'est aussi une artiste généreuse et inspirante qui rayonne de sororité sincère. Dernier exemple en date, c'était vendredi dernier lors de la 40e édition des Victoires de la musique. Amel Bent, très émouvante, a tenu à rendre hommage aux artistes femmes et à leur quête de liberté, d'indépendance et de reconnaissance au prix de sacrifices et batailles silencieuses. Des paroles que l'on pourrait extrapoler à toutes les femmes qui ont un mindset d'affranchi, au-delà des limites populaires, un mindset qui rend plus puissante et plus forte. Chère Marie-Ange, nous arrivons au terme de cette chronique qui impulse la positive attitude et la détermination gagnante au féminin. Alors je vous propose que l'on se quitte en gardant cette vibe dynamique avec le tube Recommence-moi. Recommence-moi, une chanson interprétée par Santa qui nous propose de voir la vie du bon côté. Musique! Et si le temps change, on a très grand de toi, et que tout tourne autour de toi. Ça fait du bien de vous écouter, Annabelle Guiraud. Merci beaucoup pour cette chronique sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, on va passer un moment tout en émotion. On va laisser la chanson filer un petit peu parce qu'on va revenir à des sentiments différents. Marie-Ange Castor, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir un sentiment, une pensée, une anecdote, une émotion. La première, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que ça vous parle ? Oui, et en même temps, justement, quand on est pris dans un tourbillon de responsabilités, de charge mentale, de dévotion aux autres, on n'a plus le temps de faire ça. On s'oublie complètement. Moi, je sors de 4 années d'oubli total et de dévotion à ma famille, et j'avais oublié que je pouvais faire des choses pour moi. Et donc, remonter sur scène, j'ai essayé de me cacher dans une grotte pendant 4 ans. Et c'est marrant comme je passe de la grotte à la scène, en grand écart. Et c'est à la fois d'une violence inouïe, et en même temps, je crois que j'avais besoin de cet électrochoc pour revenir dans des rêves. La violence, ça ne résout rien, mais ça soulage. Bah ouais. C'est sur scène, c'est une phrase que j'ai trouvée si drôle. Bah ouais, c'est triste, mais oui, c'est vrai. Et je crois qu'il faut aussi accepter son animalité, parfois. Et on nous demande d'être beaucoup dans le contrôle, surtout nous, les femmes, de sourire, d'être gentilles, d'être polies, d'être posées en toutes circonstances. Et ben non, en fait, des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie de crier, de m'énerver, de casser une porte et de repartir à zéro et de rigoler. Enfin, on a le droit d'être aussi too much. De déborder. Femme. Hein ? C'est bien de déborder aussi. Déborder, ça fait plaisir. Une phrase à retenir.
La chair est faible, jeune homme. C'est aussi sur votre spectacle. Bah ouais, mais c'est la même chose. C'est de se laisser dépasser par soi, de pas tout intellectualiser, d'être OK avec le fait que parfois, tout nous dépasse, notre corps, notre esprit, que parfois ça va, des fois ça ne va pas. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où on accepte que tout passe, tout passe. Et on une a le phrase droit. qu'on dit en Corse, il se calmera le vent et la tempête, tu te calmeras toi aussi. C'est très joli. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Bah ouais. Et puis surtout d'aller au-delà, d'être toujours dans une position inconfortable. Disons de pas s'enfermer dans le confort, de pas s'enfermer dans des zones connues, de se laisser toujours une petite manœuvre de découverte de quelque chose. C'est exactement ce que j'ai fait, justement, ce que je vous disais, le théâtre, c'est vertigineux. Ça fait peur d'avoir un public en face avec des réactions immédiates. Quand on se trompe, on le sait tout de suite. Et en même temps, ça nous force à nous dépasser. Je me sens plus forte aujourd'hui. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Moi, je suis pas d'accord. Et pourtant, c'est Napoléon Bonaparte. Bah ouais, mais je suis pas d'accord parce que des fois, on a très envie de quelque chose et on n'y arrive pas. Et je trouve ça très réducteur de dire quand on veut, on peut. Et surtout, justement, pour les femmes, on disait, non, des fois, on peut pas. Des fois, on peut pas tout conjuguer. Des fois, on peut pas tout avoir. Des fois, c'est dur d'être une femme et une mère et d'être une travailleuse et d'être une très bonne maman et d'être une super femme et d'être très jolie aussi, mais pas trop. Enfin, non, des fois, on peut pas tout avoir et c'est OK. Donc moi, ça m'énerve, ces phrases. Parce que je trouve ça très culpabilisant, en fait. Ouais. Donc, on a l'impression que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'on ne le veut pas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Pour terminer, une autre phrase, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, c'est de Gandhi. Ça, j'aime bien. Aller avec le flow. Est-ce qu'il y a une phrase, vous, un conseil, une philosophie de vie, une citation qui vous porte au quotidien ? Ce que j'aime bien en ce moment, c'est je ne chasse pas, j'attire. Je ne chasse pas, j'attire. C'est très beau. Eh bien, on va presque conclure comme ça, parce que tout de suite, il y a quelqu'un à ma gauche qui vous a écouté très attentivement et qui a, je crois, beaucoup plus de choses à partager que ce qu'il a entendu, et c'est Joseph Agostini. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de l'émission, c'est le débrief. Bonjour Joseph Agostini. Buongiorno Cyril. Awashtisi moi. Quepa allora. Marie-Ange Casta di Balagna in Parigi figlioli. Oh, cosa è sta fare? Je parle pas le corps. C'est quel dommage. Ouais. Bon, ben, c'est trop émotionnel pour moi, en fait. Vous voulez que je vous parle pinsoud, peut-être? Ouais, ça serait mieux. Aussi triste que ça puisse être, ça serait mieux. Alors, franche, intransigeante, solide, Marie-Ange Casta. J'ajouterais corse et pas corsé, moi, pour vous définir. Corse, bien avant d'être compliqué, je dirais, il y a une simplicité qui apparaît, sans doute l'attachement immodéré à vos racines, votre enfance heureuse et votre définition de la générosité. Alors car oui, étant corse moi-même, je sais combien il est difficile de ne pas se voir offrir un verre alors qu'on a offert les 3 précédents. Mon Dieu, j'ai failli pleurer quand je vous ai entendu dire ça. J'ai dit enfin quelqu'un qui dit à voix haute ce que je sais depuis 30 ans. Alors cette confiance envers l'humain ne vous a pas perdu. Et on pourrait presque s'en étonner quand on voit combien les déçus, les malheureux, les dépités, les dépressifs sont légion dans notre métier. Moi, je trouve qu'à chaque fois que finalement vous évoquez votre vie, votre carrière, il y a quelque chose qui sonne comme une cohérence, un optimisme qui n'est pas de façade. Non, ouais. Bah ouais. Je me dis que vous avez eu de la chance en fait, tout simplement, mais vous avez su la saisir. Ouais, puis je suis juste heureuse avec ce que je suis. Je crois que c'est le début de tout et une fin en soi en même temps. Absolument. Alors vous répondez à tout ce monde-là par un sourire enfantin. Oui, enfantin. Comme d'ailleurs le sourire que vous aimez chez Anne Bourgeois. Je me suis dit ça.
Non. Votre rôle rêvé, nous avez-vous dit, est celui de l'inattendu, de l'imprévu, de ce qui ne peut pas s'anticiper, c'est-à-dire être étouffé dans l'œuf. Car au fond, c'est toujours l'inattendu qui nous intéresse dans la mesure où c'est l'étrangeté et l'étranger en nous-mêmes qui nous excite, n'est-ce pas ? Bah oui, puis je trouve qu'on est des êtres pleins, avec plein de facettes, parfois concernent et d'autres concernent moins. Et ce que je trouve chouette, c'est quand quelqu'un voit en nous une facette qu'on ne voyait pas forcément. Ouais, exactement. Et ce que j'aime chez les Corses, moi justement, ce sont les Corses qui vont rendre les pinsoudi plus corse que corse. C'est ça qui est intéressant. C'est pas le rejet, la xénophobie, ça je trouve ça absolument ridicule et dangereux. En revanche, c'est l'accueil inconditionnel avec notre culture. Exactement. Alors, les fidèles à vos valeurs, hein, vous êtes fidèles et vous faites une profession de foi de ne jamais vous mentir. Ça m'a fait peur, moi, jamais vous mentir. Je me suis dit, si on y arrivait, on le saurait. C'est exigeant. C'est très exigeant, intransigeant, voire même, quand même. C'est ce que je disais au début. Absolument. Et pour vous retrouver dans votre île des Justes, dans cette corsitude chevillée au corps, je me disais qu'il y avait beaucoup de confiance encore dans votre manière de concevoir votre métier. Mais on a entendu aussi cet après-midi que vous souhaitez revenir à l'essentiel, la scène, après des années d'oubli de vos rêves. Mais être maman, rassurez-nous, c'est aussi un rêve. Oui, mais c'est toute l'ambivalence. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas beau ou moche. Il y a des choses à prendre, des choses moins belles, il y a de la fatigue, il y a du don de soi inhérente à chaque grossesse différente et à chaque histoire. Moi, j'ai une deuxième grossesse qui était compliquée et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et j'ai eu peur pour mon bébé, donc je me suis consacrée à elle et je me suis un petit peu oubliée. Oui, c'est ça. Et vous êtes loin d'être goff, quand même. Donc, acceptons notre animalité corse, cette violence essentielle qu'il s'agit de transformer pour ne pas trop s'y corrompre. Et il se calmera, le vent et la tempête. Alors, ils se calmeront, le vent et la tempête. Alors, tu te calmeras aussi. Je trouve ça très joli pour terminer cette émission. J'ai trouvé ça absolument vertigineux de corsitude, cette phrase. Et tellement fataliste aussi. J'avais l'impression d'entendre ma grand-mère. Oui, je suis une vieille âme. J'ai 85 ans. Vous avez eu aussi l'impression d'entendre la vôtre quand vous parliez comme ça? Ma grand-mère disait ça. Elle disait ça. Alors, bon, moi, j'ai quand même envie de dire, Cyrielle, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ne vous calmez pas trop, Marie-Ange Cast. Restez tempétueuse, parce que c'est après tout, c'est ça quand même la scène. La tempête, l'orage, la pluie, voire même les grelons pour casser les toits. Mettons la Corse sur une scène parisienne. Et puis, longue route à vous alors. Oh, merci. À Paris et en Balagne. Bah oui, toujours. Merci beaucoup, Joseph Agostini. J'ai envie de dire que c'est vraiment une pièce pour vous. Il faut que j'aille la voir. Oui. Je vais y aller avec ma fille de 16 ans aussi, peut-être. Ah oui, la mienne de 11 est venue, elle a adoré. Ok, super. C'est une pièce totalement pour vous. On parle des Corses et puis il y a Dalida sur scène. Oui, absolument. J'ai écrit Dalida sur le divan, qui est un essai psychanalytique. Et Cyrielle et moi c'est pour ça. Vénérons Dalida qui aurait été sauvée encore. Si elle était venue encore, je crois qu'elle se serait pas suicidée. On l'aurait prise en main. Merci beaucoup, Joseph Agostini, que l'on retrouve évidemment tous les lundis sur Radio J et tous les dimanches depuis cette année sur RTL dans Parlons-nous de 23h à 1h. Vous connaissez mon mari? Cyrielle Sarah Cohen. Marc-Antoine Lebray, il est sur RTL aussi. Merci beaucoup Marie-Ange Casta. Merci à vous. Merci d'être venue nous voir pour cette pièce. On aurait dû aller en Grèce de Pierre-Marie Mosconi, mise en scène Anne Bourgeois aux côtés de Daniel Russo, Ariane Séguillon, mais aussi d'autres acteurs excellents. Michel Ferracci, Frédéric Poggi, Clémence Lassalas et puis Benjamin Baffy, que j'embrasse bien fort pour ne pas le connaître, mais avoir très envie de le connaître en Dalida, notamment au théâtre du gymnase Maribel. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. C'était généreux.
C'était généreux aussi pour nous parce que je sais que parler de vous n'est pas toujours chose évidente et vous l'avez fait avec beaucoup de gentillesse et de sincérité et vous avez dit tout ce que vous aviez envie de dire avec le fond du cœur et on l'a bien ressenti. Merci beaucoup Marie-Ange Casta d'être venue nous voir. On vous suit bientôt à partir du 16 janvier dans une autre pièce qui s'appelle Des amis pour la vie. C'est ça ? 17 avril. Avril, pardonnez-moi, j'ai dit janvier, mon Dieu. Non, que le mois de janvier soit passé et ne revienne pas tout de suite. Il a été tellement long, j'ai l'impression qu'il est encore devant nous. Merci beaucoup d'être venu nous voir à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, le youtubeur Guillaume pour son spectacle Guillaume vous détend le 6 et 7 mars au Trianon et en tournée dans toute la France. On en parlera bien sûr. En attendant, un peu de musique et c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal Belle Écoute sur Radio J.